mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Et aujourd'hui, on va parler de location immobilière avec un professionnel dans ce domaine. Donc, bonjour Magali. Bonjour Sultan. Comment ça va? Eh ben écoute, parfaitement bien. Ouais, la route ça a été bien? Nickel. Et en Cool. tout cas, merci pour l'invitation. Super. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter? Oui. Te présenter ton domaine d'activité? Alors, je m'appelle Magali Dumont, je suis conseillère immobilier sur le secteur de Sainte-Geneviève et ses alentours, donc dans l'Oise. Et donc, je fais la vente et la location. Moi, je me déplace aussi sur Sarcelles puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années sur Sarcelles. Ouais. En fait, ça fait 22 ans que je suis dans l'immobilier. Ah ouais. Voilà. J'ai commencé grâce à ma maman puisqu'elle était gestionnaire de location. J'ai commencé en apprentissage donc pendant 3 ans. Grâce à elle et à son réseau, donc j'ai trouvé mon entreprise. Et ensuite, j'ai été pendant 2 ans assistante copropriété, donc dans la partie syndic, qui a été très très formateur pour moi en tout cas. Et par la suite, ma première entreprise m'a rappelé pour une création de poste en gestion locative. Ouais. Et donc en fait, j'ai été pendant 16 ans responsable de ce service notamment. J'ai été responsable aussi de pas mal de choses au sein du cabinet. Gérer la partie ressources humaines aussi, qui était très très intéressante. Donc voilà. Et puis fin d'année dernière, j'ai décidé de prendre mon envol et puis donc de rejoindre l'aventure IAD. D'accord. Tu sais, les études récentes montrent que pour avoir une expertise dans un domaine, n'importe quel domaine, hein, si on veut être un conducteur, un artiste ou un entrepreneur, il faut 10 ans d'expérience, en fait, 10 ans de travail acharné. Toi, tu as 22 ans. C'est ça. Tu as double expertise quoi, dans ce domaine-là. En tout cas, on fait le maximum. Ouais. Donc, je suis très fier d'avoir un invité comme toi. Merci beaucoup. Et surtout, je pense que c'est une grande chance aussi pour nos chers amis sur YouTube qui vont regarder et qui vont apprendre hein, aujourd'hui. C'est ça le but de cette chaîne. J'espère. De vous informer et voilà, de partager l'expérience que tu as cumulée pendant 22 ans. Quoi. Bravo. Ok. Et là, tout à l'heure, tu as déjà répondu quelque part à ma question. Donc, comment tu es arrivé dans cette métier? Donc, ça va être grâce à ta maman. Grâce aussi? à ma maman, il y a son réseau en fait. Ouais. Et elle connaissait l'agence dans laquelle j'ai travaillé toutes ces années, puisqu'ils étaient syndics de copropriété, donc elle avait des locations à l'intérieur. Et donc, ça a matché tout de suite. Et donc, en effet, j'ai fait 3 ans d'apprentissage vraiment très, très intéressant. Donc, super. Ouais. Et si tu n'es pas parti ou tu n'as pas envie de changer depuis 22 ans, qu'est-ce qui fait que tu restes, en fait, que tu adores dans ce métier-là? Ce que j'adore dans ce métier, alors ça va peut-être paraître banal parce que peut-être que tout le monde le dit, mais c'est vraiment la relation avec les gens. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux personnes que je rencontre, je m'impose pas comme étant conseillère immobilier, mais comme conseillère de famille. Wow. C'est-à-dire que on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Et on s'adapte on s'adapte aux personnes qu'on a en face. On va côtoyer des divorces, on va côtoyer la mort par les successions, etc., etc. Et c'est hyper enrichissant. Et moi, je m'enrichis vraiment de toutes ces personnes que je rencontre. Et donc, c'est vraiment ça qui m'anime dans ce métier. J'ai voulu tenter autre chose. J'avais fait un bilan de compétences. Et tu vas peut-être rigoler, mais à la fin du bilan de compétences, on m'avait dit ce serait bien d'aller travailler en tant que conseillère mortuaire, donc dans les pompes funèbres, qui m'aurait aussi intéressée puisque j'ai quand même beaucoup d'empathie pour les gens, peut-être un peu trop, donc psychologiquement ça aurait été un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'humain.
Est-ce que tu peux nous partager 3 clés pour réussir un investissement locatif? Ouais. Alors, dans un premier temps, il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment développer sa stratégie d'investissement. C'est-à-dire savoir si on veut défiscaliser, si on veut faire un complément de revenus, ou alors dans ce cas-là, faire une plus-value pour la revente et pour ses enfants, le patrimoine, etc. Donc ça, c'est vraiment déjà dans un premier temps, il faut faire ça. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que il faut vraiment se focaliser sur l'emplacement de son investissement. Je m'explique. Quand tu cherches un bien pour mettre en location, il faut absolument être sûr qu'il y aura de la demande derrière. Ouais. Si tu as de la demande, tu n'auras pas de vacances locatives. Ouais. Donc ton appartement, il sera toujours plein, en fait. Et donc la dernière chose, c'est la garantie loyer impayé. Et ça, c'est quelque chose que je disais, j'ai toujours dit à mes clients, c'est hyper important dans le sens où ça vous permet de dormir sur vos 2 oreilles. C'est-à-dire de ne pas se dire à la fin du mois, est-ce que je vais bouffer des patates? Est-ce que mon locataire va me payer ou pas, etc. Cette garantie-là, franchement, et je peux te l'assurer, parce que je suis moi-même propriétaire investisseur, et ça fait vraiment du bien à la fin du mois, quoi. Mais comment on peut avoir cette garantie? C'est une assurance ou... Oui. Ouais. En fait, cette assurance, c'est une garantie loyer impayé, et pas que. Elle garantit aussi les détériorations immobilières. C'est une assurance que l'on peut avoir soit en passant par un professionnel de l'immobilier, un administrateur de biens. Donc, ça va avec le contrat de gestion locative. Sinon, il y a les banques aussi qui font ce genre de garantie. Il faut bien les comparer parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui vont, par exemple, prendre en compte 33% des revenus pour l'endettement, et d'autres, et que j'apprécie un peu plus d'ailleurs, ça va être par rapport au reste à vivre. D'accord. Et ça permet vraiment, moi je trouve que ça ouvre vraiment le champ des possibles, et ça permet à tout un tas de personnes qui ne pouvaient pas louer avec une GLI classique, d'accéder à la location. Et en général, ce sont des dossiers qui sont peut-être au départ un peu bancals, mais ce sont des locataires qui vont rester et qui vont payer parce qu'ils savent qu'ils ont cette chance-là d'avoir cette garantie par rapport au propriétaire. Ah ouais, super. Ouais. J'ai appris aujourd'hui déjà pas mal de choses avec toi. On est qu'au début, hein, on est qu'au début. Donc on continue. Pour un investisseur débutant, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui réfléchit en regardant cette chaîne, va dire bah écoute, je me lance. Quelles sont les erreurs à éviter pour réussir son investissement, quoi? Déjà, il faut surtout pas se dire que c'est facile. Ouais. Voilà. Il y a des professionnels. On a l'expérience, on a fait des études, etc. Et non, ce n'est pas facile que de se lancer dans l'investissement parce qu'il y a tout un tas de choses à faire. Et puis surtout, on a des lois à respecter, des lois, des décrets. Et le monde de l'immobilier change tellement vite. Il faut vraiment être au fait, se renseigner très souvent, etc. Donc, moi, je pense que pour un premier investissement, c'est quand même bien de se rapprocher d'un professionnel, un fiscaliste, comme tout à l'heure, on parlait de la stratégie d'investissement, ou d'un administrateur de biens pour la gestion courante, parce qu'il y a quand même du travail. Tout à l'heure, tu as parlé de dossiers difficiles qu'on peut quand même faire sortir, hein, et puis d'avoir ces locataires fidèles qui resteront, qui vont payer. Dis-moi, comment obtenir en fait un accord d'un bailleur lorsqu'on a un dossier, et c'est beaucoup plus suivant, hein, on a un dossier qui n'est pas suivant correct, parce qu'on est un jeune étudiant ou jeune travailleur qui vient de commencer à travailler, on a un petit salaire.
Et c'est très difficile d'avoir toutes les conditions que le bailleur il cherche. Ouais. Mais vu que sur le marché, peut-être il y a 300 locataires pour un appartement, comment faire différence en fait et d'avoir l'accord de ce bailleur? Alors, déjà, quand on est étudiant, il faut savoir que si le propriétaire a une garantie loyer impayé, donc la GLI, c'est la seule condition où on peut cumuler GLI et garant, ou caution solidaire. Voilà. C'est c'est vraiment le seul cas où on peut cumuler les deux. Donc, je suis étudiant, je veux un logement, donc tu as déjà des documents à apporter, mais tu demandes également les documents courants, classiques, à la personne qui va se porter garant. Tu peux avoir 1, 2 garants, même plusieurs. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, pour un étudiant, pour moi, il n'y a aucun souci, on va dire. Il faut vraiment qu'au niveau du dossier des garants, ce soit nickel. Quand tu es travailleur débutant, hélas, moi je parle toujours par rapport à la garantie de loyer impayé, puisque bien souvent les gens ils vont être confrontés à ça de plus en plus. C'est surtout attendre que sa période d'essai soit terminée. Une fois que sa période d'essai est terminée, c'est bon, le dossier, on peut l'envoyer, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais par exemple, je gagne, on va dire, 1 500 € par mois. Et puis l'appartement que je veux loyer, il coûte 750. Ouais. Minimum dans la ville que je recherche. Et c'est beaucoup plus souvent dans une grande ville comme Paris, c'est voilà, un petit studio, 750 €. Et mon salaire ne permet pas de gagner 3 fois plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Je ne vais pas vivre dehors quand même. Non. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Et moi, c'est ce que je dis à mes clients. C'est de ne pas forcément passer par un professionnel ou alors un propriétaire qui n'a pas forcément de garantie loyer impayé. Là, j'ai eu le cas récemment avec un ami qui cherchait une petite maison en location. Et moi, je lui ai dit, ce serait mieux que tu ailles de particulier à particulier. D'accord. Parce que les gens vont être un petit peu plus souples. D'accord. Voilà. Parce que sinon, classiquement, en effet, c'est pas possible. D'accord. Classiquement, c'est pas possible, mais il ne faut pas lâcher et puis on peut quand même trouver des personnes qui sont flexibles, compréhensibles et voir avec en colocation aussi. Ça permet aussi, justement, quand on commence à travailler et ça se fait beaucoup sur Paris, la colocation, ça justement permet aux personnes d'avoir un logement en plus grand que ce qu'ils auraient voulu. Donc ça, c'est aussi une très bonne. Mais est-ce que tu as quelques tips comment on peut convaincre le propriétaire à nous donner son bien vu qu'on gagne moins en fait? Comment rentrer dans son confiance en fait? Parce que c'est une histoire de confiance quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, mis à part le fait de se déguiser en licorne, je suis pas voilà. En fait, il faut montrer au bailleur qu'on est sérieux et motivé. Il n'y a pas 50. Quels exemples concrets? Ah, mais il y en a pas 50. C'est-à-dire que ton dossier, il doit être nickel, dans le sens où tu dois être prêt. Il faut qu'il soit déjà bien préparé en amont et qu'il soit lisible. Parce qu'alors, le nombre de dossiers, moi, que j'ai eu, et je peux t'assurer que c'est très compliqué de déchiffrer un dossier où le PDF, par exemple, il est illisible, il te manque des chiffres, etc. On n'a pas de temps à perdre. Donc, en fait, il faut vraiment être le plus rapide et puis que le dossier il soit vraiment impeccable, hyper lisible. Et déjà, ça montrera en effet le sérieux et la motivation de la personne. Et ça peut faire la différence vraiment. Et est-ce que tu penses que son savoir-être, ça joue aussi de la personne? Si elle arrive à l'heure, je veux dire, on a donné le rendez-vous à 10h, à 9h55, il est là, il est propre, je veux dire… Complètement. Ça joue, je pense, non? Ouais, complètement. Ça, c'est hyper important. Déjà,
ça confirme déjà le sérieux et la motivation de la personne. Ça sert à rien de parler pendant 3 heures pour raconter sa vie et dire voilà, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Non, clairement, la personne en face, elle va pas forcément s'attendrir. Ok. Juste pour conclure, donc tout d'abord, mesdames et messieurs, préparez votre dossier, soyez minutieux pour préparer vos documents, scannez s'il faut dans un magasin ou dans avec un scanner professionnel, imprimez-le le document et puis préparez-vous vous-même votre discours, votre extérieur en fait, soignez-vous, venez à l'heure et puis voilà, essayez de convaincre et d'être honnête, d'expliquer la situation. Et ne lâchez pas, en fait, essayez de le trouver, voilà, quelqu'un qui va vous comprendre. Et le monde est grand, et donc je pense qu'il y a une possibilité quand même de trouver. Voilà. Donc, vu ton expérience, on peut faire confiance à 100%. D'accord. Et maintenant, si on se met sur d'autres faces de la médaille, donc là tout à l'heure on a parlé de locataire, mais si on est bailleur en fait. Surtout un bailleur débutant. Quelles sont les erreurs à ne pas faire et comment choisir un bon locataire? Parce qu'on peut faire confiance à quelqu'un, faire rentrer et puis d'avoir des problèmes, des impayés, voilà, dégradation, etc., etc. Alors moi, tu sais, même après 22 ans, moi je dis toujours en fait à mes propriétaires, j'ai cassé ma boule de cristal. Tu peux pas savoir à 100% si la personne en face de toi va être honnête. Voilà. Moi, j'étais sur un secteur assez tendu qui est Sarcelles. Donc, j'avais pas 800 demandes pour un bien, mais c'est vrai que je mettais l'annonce, j'avais des dossiers qui arrivaient relativement vite, des fois un peu au compte-gouttes. Donc, tu vois, quand je te parlais de sérieux, de motivation, déjà, bah, ça t'éliminait quand même des gens. Mais ça y est, j'ai perdu le fil. C'est bien. 1-0. Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour un locataire avant de signer un bail? Alors déjà, la toute première chose, ça va être le loyer. Il faut déjà comparer en amont, en allant voir d'autres annonces, etc., voir si on est dans le prix du marché. Ça, c'est une première chose. Il faut aussi vérifier dans la zone où on se trouve, que ce soit en zone tendue ou zone très tendue, puisque là, on est plafonné au niveau des loyers. Et donc, voir si en effet, ça coïncide bien avec ce que le propriétaire réclame. Il y a aussi ce qui est inclus dans les charges. Parce que s'il n'y a pas, par exemple, l'eau, le chauffage, ça va être des charges supplémentaires à payer individuellement. Ensuite, il y a les diagnostics. Le propriétaire doit fournir tous les diagnostics légaux et obligatoires. Donc pareil, il faut bien les regarder, bien les étudier aussi. Et enfin, la dernière chose, ça va être la décence du bien. Donc tu parles d'état des lieux tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a la loi du 6 juillet 1989, on a un décret qui est consultable sur le site du gouvernement, qui nous relate ce qui est exactement un bien décent. Tu as par exemple dans certaines villes, au niveau du Grand Paris notamment, Lille, dans le secteur de l'Oise, tu vas avoir Creil, Montataire, on a le permis de louer. Donc c'est-à-dire que le propriétaire doit consulter la mairie, remplir un document, c'est un document CERFA qu'on a sur le site, notamment du gouvernement. La mairie ensuite prend contact avec le bailleur ou le mandataire, prend rendez-vous, fait une sorte d'état des lieux en fait, et rédige son rapport. Donc il a 1 mois pour donner son autorisation. Donc déjà, si le locataire il a cette autorisation dans ces villes-là, évidemment, s'il a l'autorisation, déjà au moins ça te rassure par rapport à la décence du bien. D'accord. Voilà. Donc le permis de louer, pour information, il lutte contre le mal logement. Donc la décence
et notamment les marchands de sommeil. Voilà. Est-ce que ce permis de louer qu'on doit le fournir, c'est un document obligatoire? Dans certaines villes, oui. D'accord. Dans certaines villes, ouais, depuis plusieurs années. Par exemple, moi, j'étais donc sur le secteur de Sarcelles. Ouais. Je ne pouvais pas mettre en location si j'avais pas l'autorisation de la mairie. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Et puis c'est très strict. Donc pour le propriétaire, avant de mettre en location, est obligé de faire quelques petits travaux si ça va pas. Et puis pour le locataire, ça le rassure en se disant je rentre dans un logement qui est nickel. Mes chers amis, juste pour cette information-là, vous pouvez le mettre en like et remercier dans le commentaire notre chère Magali pour cette info, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et on ne connaît pas. Même pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau, hein, comme quoi on doit avoir cette autorisation de la part de la mairie. Donc déjà rien que pour ça, vous pouvez mettre un petit like et partager cette vidéo. Et pour un bailleur, qu'est-ce qu'il faut regarder pour choisir un bon locataire? Alors, au niveau du dossier, il faut absolument vérifier en amont, par exemple, les avis d'imposition. Ouais. On a sur le site du gouvernement, au niveau des impôts, on a un lien qui nous permet de vérifier si tout est OK. Ça peut arriver de tomber sur des dossiers falsifiés. Voilà, donc pour information, un dossier falsifié, c'est 3 000 € d'amende. Voilà. Donc, vraiment faire très très attention à ça. On n'a plus le droit d'appeler les employeurs, ce qui est bien dommage. Donc, on fait confiance, mais il faut quand même vérifier parce que de toute façon, ça ne se voit pas à la tête du client s'il va être correct ou pas. Ou pas, ouais. C'est ça. Donc, vérifier les documents en amont et avant de signer, l'étudier bien, l'analyser bien le dossier, le document et puis. C'est ça. Ouais. Voir si par exemple l'entreprise dans laquelle travaille le locataire, si l'entreprise existe bien. Ouais. Donc aller sur Infogreffe par exemple. Ouais. Voir depuis combien de temps l'entreprise elle existe aussi. D'accord. Mais sinon, on peut rien faire, même s'il y a un dossier qui est correct, etc., ça peut toujours arriver qu'un locataire soit. Alors après, il y a une double vérification. Donc déjà, nous, on vérifie comme ça. Si le propriétaire prend une GLI, le dossier, surtout l'envoyer à la GLI. Et c'est la GLI qui acte ou pas, qui donne son accord ou pas par rapport au dossier. À partir du moment où la GLI donne son accord, le propriétaire, il est tranquille. Ok. Donc ça, c'est une double sécurité. D'accord. Ouais. Okay. Et là, en ce moment, on se retrouve dans un marché qui est un petit peu tendu, difficile. Moi, je parle de transactions, hein, de vente, d'achat. On a une baisse de vente, un ralentissement de marché un peu partout en France. Mais comment tu vois en fait le marché de location aujourd'hui? Le marché de la location, c'est encore plus durci. Depuis la loi climat et résilience, donc du 22 août 2021. Et donc, à partir du 22 août 2022, tous les logements classés F ou G, les loyers ont été gelés. Donc déjà, ça fait un manque à gagner au niveau des bailleurs. Déjà, ça faut le savoir. Là, à partir de janvier 2025, tous les logements classés G vont être interdits à la location. 2028, tous les logements classés F, et 2034, tous les logements classés E. Donc, messieurs les bailleurs, messieurs et mesdames, faites les travaux de rénovation énergétique. Allez sur MaPrimeRénov', vous simulez ce que vous pouvez obtenir en aide, mais surtout faites-le. C'est hyper important. Et qu'est-ce que tu penses que ça va améliorer la situation? Comment tu vois peut-être les années qui arrivent dans quelques années, de toute façon, on n'aura pas le choix que de faire ces travaux-là. Alors, on sait qu'au niveau du gouvernement, il y a des annonces, on fait des annonces, et puis ils se rendent compte qu'au niveau du calendrier,
Voilà, c'est un peu dur à respecter, voilà. Donc, quand on parle par exemple de 2025, peut-être que ça va être un petit peu plus tard, on verra. Mais c'est vrai que oui, c'est compliqué pour les propriétaires, surtout avec la conjoncture actuelle. Financer des travaux de grande ampleur. Après, quand on est dans une résidence, donc quand on est en appartement, etc., en copropriété, la copropriété a aussi un rôle à jouer par rapport à cette transition énergétique. Donc notamment, par exemple, les ravalements par l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui doit être voté en assemblée générale. Donc pareil, il y a aussi des aides à ce niveau-là. Donc l'ANA, tout plein de choses. Donc ça, il faut vraiment en discuter, bien se renseigner, se rapprocher de son syndic aussi, parce qu'il est là pour ça. Donc pour le moment, voilà, il y a quand même du travail. Ouais, il y a quand même du travail. Ok. Mes chers amis, au nom de tous les spectateurs, Magali, je te remercie. Ben, je t'en prie et merci pour l'invitation encore. De rien. Merci pour ton expertise, ton professionnalisme. Donc aujourd'hui, tu as partagé vraiment des informations qui sont très importantes à savoir et qu'on ne maîtrise pas vraiment. Hein. Je ne veux pas dire juste pour quelqu'un de locataire banal, hein, mais même si on est dans l'immobilier, mais on n'est pas vraiment dans la location, comme moi par exemple, je ne fais pas de location, c'est toujours bien de savoir toutes les infos que tu nous donnes. Et donc, c'est un grand merci pour toi. Merci à toi. Mes chers leaders, merci beaucoup pour votre fidélité. Restez connectés sur la chaîne de chez Sultan. On va toujours parler sur l'immobilier, on va vous informer et c'est très important car l'immobilier fait partie de notre vie. Hein, voilà. Et il faut être informé et préparé pour vos futurs projets. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, donc mettez un petit like et laissez-nous un petit commentaire. Voilà, ça permet aussi sur YouTube de monter et informer un maximum de personnes. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bye bye. Bravo, vraiment c'est ton job, hein. Il faut que tu le fasses. Tu es tellement à l'aise, mais waouh, tu vois.